Cosa, agence de communication et e-commerce. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Table ronde intitulée La crise de l'écrit et la bataille de l'attention, comprendre, mesurer et reconquérir, pourquoi pas. Je vais faire un petit tour de nos invités du panel, en commençant ici à ma gauche avec Emmanuel Parodi, président fondateur Digivox, consultant et analyste média. Bruno Patino, président du directoire de Arte. À votre gauche, Julien Rossanvallon, Chief Marketing et Client Officer de Médiamétrie, DGA, tout simplement. C'est encore plus simple. Et à ta gauche, Patricia Schulz, directrice des études de CESP. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation pour discuter de cette crise de l'écrit. Petite mise en contexte pour bien comprendre ce dont il s'agit, parce qu'on parle quand même régulièrement de bataille de l'attention. Mais là, on voulait vraiment un peu inciter sur cette crise de l'écrit. L'information écrite traverse une crise profonde, baisse des compétences de lecture, fragmentation de l'attention, montée de la vidéo, défiance générationnelle, fatigue cognitive liée aux écrans. Les données internationales de PISA, PIAC montrent un recul net de la capacité de lecture en France, mais pas que. Parallèlement, la vidéo et les réseaux sociaux captent une part croissante du temps d'attention. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est examiner cette crise de l'écrit sous 4 angles complémentaires: compétences de lecture, rôle de la vidéo, état réel de l'attention et une nouvelle métrique pour comprendre comment restaurer une place pour la lecture d'informations, et ça va se faire dans cet ordre-là à ma gauche sur ces 4 axes principaux. On va commencer avec la crise de l'écrit, donc une des études qui sont sorties, je crois, cet été notamment, mais qui sortent régulièrement, des études PISA et PIAC, et tu montres que les études montrent que la capacité de lecture baisse en France et dans le monde, et c'est bien plus sévère que ceux qu'on peut croire ou admettre. Et voilà, pour comprendre un peu l'ampleur de cette crise, je voulais te revenir avec toi sur ces 3 points principaux des travaux. On va commencer donc par les analyses PISA-PIAC qui montrent que près de 60% des adultes ne peuvent plus lire un texte long ou complexe. Que révèlent réellement ces données? Alors, vous avez compris, les mauvaises nouvelles, c'est pour moi, et mes camarades passeront aux bonnes nouvelles. Mais oui, le but, moi j'ai dirigé des rédacs pendant très longtemps, et quand on dirige des rédacs, soit les rédacs chefs, les directeurs des rédacs, on a des injonctions contradictoires depuis 20 ans, savoir s'il faut écrire court, est-ce qu'il faut écrire long, que ce soit en vidéo, en texte. Moi, je me souviens de l'époque où on nous a dit qu'il fallait arrêter les chapeaux parce que c'était old school. Et puis là, maintenant, on nous dit, ce serait bien avec l'IA de mettre des petits résumés qui feraient que les gens rentrent dans l'article. Et bref, les injonctions contradictoires, c'est le mal du siècle. Et je suis parti d'un principe, je suis assez sceptique, et je le dis, de la plupart des études qu'on voit passer sur la défiance des gens envers la presse, etc. Je dis pas que c'est pas fondé, mais les questions de santé mentale ou alors les contenus sont anxiogènes. Je n'y crois pas. Et je suis en désaccord total sur la plupart des interprétations qui sont faites. Ça veut pas dire que c'est pas fondé, qu'il y a rien. La santé mentale, c'est une réalité. Notre temps comme des canards sans tête à dire on va faire des articles courts, mais non, en fait, c'est long et il faut des images, pas des images, etc. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Et donc je me suis dit, et si c'est vraiment la capacité de lecture, on va minuter le temps de lecture et en gros, si ça va, on décrète qu'il n'y a pas de problème. Or, la vraie question qui nous intéresse, nous journalistes en presse, c'est de savoir si les gens comprennent le contenu et jusqu'où ils peuvent comprendre. Ou inversement, quelle est la limite où il y a une impossibilité. Et ça, c'est typiquement le job des études PISA et PIAC. Vous avez tous entendu parler de ces études-là parce qu'elles sont justement en train de montrer qu'il y a une catastrophe. Et ce que je veux dire, c'est que la catastrophe, elle est totalement sous-estimée. Les études PISA, c'est en gros les jeunes à 15 ans, donc c'est la fin du collège.
D'accord. Et l'étude PIAC, finalement, c'est les jeunes adultes. Enfin, ça commence à 16 ans, mais grosso modo, c'est les adultes. Et c'est le même principe. On étudie non pas la capacité de lecture au sens de minutes, le temps qu'il vous faut pour lire un texte, mais on va poser des questions pour voir si vous allez comprendre, si vous avez compris et à quel niveau vous avez compris. Et les questions, il y a un problème, c'est que c'est pas public. C'est pour ça que tous les 3 ans, vous voyez passer les rapports PISA. Mais ce que vous voyez passer, c'est des gens qui interprètent. En France, c'est la DARES qui va vous donner une interprétation des résultats. Mais les données réelles de l'étude, elles sont pas accessibles aussi simplement, y compris les données brutes qui, d'ailleurs, dans les dernières éditions de, je sais plus, c'est PIAC ou PISA, ne sont même pas disponibles. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est des agrégations. Sur ces agrégations, on va vous dire, il y a un niveau en difficulté, il y a un niveau moyen, puis il y a un niveau très bien. Et c'est ça qui va être commenté publiquement. Et grosso modo, là, les dernières nouvelles qui ont horrifié tout le monde, c'est que les gens ont dit en difficulté de compréhension de lecture, c'est passé autour de 20% à pratiquement 30% sur les 10-15 dernières années. Et ça, c'est la panique à cause de ça. Sauf que c'est pas les bons chiffres. Les bons chiffres sont pires. Comment on le sait? Parce que j'ai soulevé le tapis, c'est-à-dire je suis allé voir les données brutes, etc. Et derrière, les études PISA, elles sont en fait, elles décomposent en 5-6 niveaux. Pour ceux que ça passionne, je vais pas y passer des heures, mais il y a 5-6 niveaux. De 1 à 5, de 1 à 6, suivant PISA ou PIAC, peu importe. Et en fait, pour les commenter, on agrège ces niveaux pour dire, le niveau 1, c'est les difficultés, et suivant les études, on va prendre le niveau 2, 3, 4, on agrège tout ça et ça devient le niveau moyen. Et au-delà, 5, 6, c'est très bien, et en général, c'est pas commenté. Et c'est ça qui fait que la DARES, elle a annoncé la dernière fois que en France, il y a certes une dégradation sensible de la capacité de lecture, mais en vrai, ça va, parce qu'il y a 60% de la population, ça va, elle arrive à lire des articles longs, tout va bien. Sauf que ça, c'est sur la base de l'agrégation. Et ma question, au départ, était toute naïve, c'est de dire, je vais regarder dans les détails, c'est quoi ce niveau 2? Le niveau 1, c'est en difficulté, mais du coup, à quel moment on n'est plus en difficulté? Et là, la découverte, c'est qu'en fait, le niveau 2, alors, il faut savoir que niveau 1 et 2, je vais pas rentrer dans les détails, les définitions sont assez floues et compliquées, mais pour faire court et pour que tout le monde comprenne, globalement, le niveau 1 et le niveau 2, ça veut dire que sur un texte donné, vous comprenez ce qu'il y a dans le texte, vous pouvez répondre à des questions, parce que la réponse, il figure en toutes lettres. Et quand je dis en toutes lettres, c'est vraiment en toutes lettres. Hein, le concert est annulé, vous recevez un mail, le concert est annulé, qu'est-ce qui se passe? Le concert est annulé parce que le titre du mail, c'est le concert est annulé. Ce qui veut dire qu'en réalité, le niveau 1 et 2, l'autre manière de le dire, c'est qu'il n'y a pas de capacité de déduction réellement, d'interprétation, sous-entendu, je peux comprendre ce qui est dit de manière brute. Vous commencez à voir, d'un point de vue journalistique, ce que ça veut dire. Donc le niveau 2, ma découverte, c'est que ce fameux niveau 2, où on n'est plus dans la difficulté, en réalité, c'est une difficulté parce que ça veut simplement dire la définition. Alors c'est une étude qui est faite dans tous les pays de l'OCDE, donc en natif elle est en anglais. Ça veut dire que au niveau 2, on dit vous pouvez lire des articles de plus d'une page. Le niveau 2, vous commencez à lire plus d'une page, à condition, et c'est clair en anglais, que ce soit illustré, que ce soit écrit de manière très claire et simpliste, et que ce soit pas compliqué, au sens il n'y a pas différents sujets. Pourquoi? Parce que le niveau 3, c'est au niveau 3 que vous commencez à être capable d'analyser le fait qu'il y a plusieurs arguments dans une idée, et que vous interprétez des choses, et que vous n'êtes plus simplement dans la lecture de premier niveau, etc. Donc, ce que j'appelle la pensée complexe, et vous voyez évidemment presque ce que ça veut dire, le fait que vous faites des articles avec de l'analyse, etc., c'est le niveau 3, qui est l'objectif naturel de l'école, c'est de vous amener au niveau 3. C'est-à-dire, sur des sujets politiques, vous êtes capable de comprendre qu'il y a différents arguments. C'est ce que j'appelle la pensée complexe. La pensée complexe, ça démarre au niveau 3. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand la DARES dit tout va bien parce qu'il y a 60% de la population, c'est parce qu'elle estime que le niveau 2, elle a retenu ce qui est une erreur de trad, je vous jure. Dans le document en anglais, on dit niveau 2, c'est vous lisez des textes longueur, plus long que quoi que le niveau 1. Et la DARES a écrit en toutes lettres que c'est bon, niveau 2, vous écrivez des articles longs. Vous êtes capable de lire et comprendre des articles longs, donc circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est le fond de tarte. À partir de là, j'ai récupéré les données statistiques de chacun de ces niveaux, et donc je ne mets pas en cause les chiffres, je les interprète simplement différemment en changeant les agrégats. Si on est d'accord que le niveau 2 reflète quand même un niveau de difficulté de lecture, et pas qu'un peu, parce qu'on est sur une compréhension vraiment basique quand même des contenus, donc je le range au niveau de difficulté. C'est-à-dire en difficulté de lecture, même si c'est un peu mieux que le niveau 1. On n'est pas en train de parler d'illettrisme là, on est en train de parler de gens qui savent lire selon des règles basiques. Et c'est là que la découverte, c'est que si vous prenez PISA, vous ajoutez le niveau 1 et le niveau 2, la surprise, c'est que vous arrivez à 50% de la population des jeunes de 15 ans. À plus de 50%. Si vous prenez PIAC,
les adultes. Alors là, il y a un autre biais qui arrive, c'est les seniors qui, eux, ont des difficultés à lire sur les écrans digitaux. Là, on est à près de 60%. Ce qui veut dire que la découverte, c'est qu'on n'est pas à 30% de dégradation. Ça veut dire que la capacité de lecture d'un article long, complexe, et encore la complexité est bas, la nouveauté, c'est que la moitié de la population française ne peut pas, j'ai bien dit ne peut pas, lire et comprendre ces textes. En résumé, une seule chose, on pensait que le problème a toujours existé, mais il était cantonné à 20%, et on s'alarme parce qu'on pense qu'il est passé à 30%. Quand je reprends tous les chiffres et l'historique sur 20-25 ans, ça veut dire que quand on croyait qu'on était à 20%, on était déjà à 30%, et que la nouveauté sur les 10 dernières années, 15 dernières années, on est passé de manière catastrophique de 30 à 50. 50, ça veut dire que ça a des conséquences systémiques. Ça veut dire que vous croyez toucher 40 millions de lecteurs, en réalité, votre bassin de population, c'est péniblement 20 millions. Donc, je vais pas continuer sur les choses compliquées. Enfin, voilà, j'ai publié les articles, vous pouvez les retrouver sur Medium, vous tapez mon nom. C'est simple, je donne toutes les sources. La question, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour la presse? Il y a une difficulté. D'abord, c'est que le souci d'écrire, il faut peut-être le revoir. Ça a toujours été classique dans la presse dite populaire de travailler avec un vocabulaire très limité. Je crois que c'était le Parisien qui disait ça, il travaillait sur un vocabulaire qui dépassait pas 1500 mots. Enfin, c'est assez classique comme approche. J'ai mes collègues de Brief Me qui racontaient il y a pas longtemps qu'ils avaient donné comme consigne à la rédac de ne plus utiliser le mot White House. On ne parle plus de Maison Blanche, on ne parle plus de Matignon. Pas parce que les gens ne savent pas ce qu'est la Maison Blanche, mais parce que l'idée que parler de Maison Blanche pour désigner le président des États-Unis n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Si vous êtes patron d'un média papier dont le positionnement est de toucher des classes populaires, CSP, CSP-, même si personne n'utilise le terme, ça veut dire que l'écrit, c'est fini. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire concrètement en 2025. L'écrit, c'est fini pour toucher toute cette catégorie de la population. Il est clair que le problème, il est du côté du système éducatif. Mais la conséquence, c'est que oui, et là, vous voyez que je passais la balle à mes camarades, elle va être dans le camp de la vidéo, parce que ça veut dire que ce public-là, ça a toujours été un public finalement, c'est la télé qui le touche, et maintenant c'est les réseaux sociaux, mais au sens, les contenus vidéo, etc. Mais il est en partie perdu. Donc voilà, enfin en résumé, il y a d'autres conséquences vertigineuses, parce que vous pourriez dire, il y a en termes de cause, il y a les écrans, la fatigue d'écran, il y a tout ça qui se rajoute. Mais entre penser que les jeunes ne lisent pas parce qu'ils n'aiment pas lire, et le fait de découvrir que pour la moitié, ils ne peuvent pas, c'est un changement majeur d'un point de vue stratégique. Ça veut dire que si vous voulez les toucher, il faut créer des produits éditoriaux, là probablement pas en texte, mais qui sont adaptés. Pas une question de savoir si je vais mettre un résumé en haut d'un article long et complexe. Voilà. Donc c'était le message, voilà, après c'est le message que je voulais passer. Il est dur, mais j'ai le sentiment que c'est un truc que tout le monde sait, et à la fois, il y a un déni incroyable sur les conséquences absolument vertigineuses. Et je veux dire, il y a 10 jours, l'Éducation nationale a publié une étude sur les 6e, 5e, 4e, qui n'est pas avec une méthodologie mais un peu différente, mais qui vise à mesurer plein de choses, dont la compréhension de lecture. Et j'ai sorti justement les chiffres sur la compréhension de lecture, et elle-même sur les 4e, elle va pas au-delà des 4e, elle arrive à 48% en situation de difficulté de lecture. Sachez que les chiffres officiels ont jamais été au-dessus de 30%. Hein. Donc l'éducation avec une nouvelle étude il y a 10 jours, elle confirme, en tout cas je le prends comme ça, les ordres de grandeur que moi j'ai interprétés derrière les études PISA, et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que je le prends. Ça va? Ouais, ça va. C'est un peu édifiant, évidemment. Même si t'as pas de solution, c'est juste un constat, mais c'est important de creuser et d'avoir ces chiffres en tête. Après, j'ai pensé très fort au Poisson Rouge de Bruno Patino. Forcément, et donc il l'a dit il y a très longtemps, mais on n'avait pas compris ça. Exactement, d'où la présence de Bruno ici, puisque effectivement vos livres, La civilisation du poisson rouge, Tempête dans le bocal et Submersion, vous décrivez comment notre environnement numérique fragilise l'attention, dissout la hiérarchie de l'information et rend la lecture complexe, ou pas complexe d'ailleurs, presque la lecture tout court de plus en plus difficile. Je voulais voir évidemment un peu, qu'on explore ensemble la question du rôle que peut ou pas avoir la vidéo. Dedans. Dans La civilisation du poisson rouge, vous décrivez justement un basculement vers l'hyper-attention. Est-ce que dans ce contexte, la vidéo peut-elle devenir un média d'exigence? Alors oui, c'est compliqué parce que je voudrais pas ici incarner la vidéo, parce que pas plus que l'écrit, la vidéo n'existe. Je m'explique. Et encore une fois, je suis hélas pas surpris par ce qui vient d'être dit. Moi, je voudrais peut-être
arriver pour compléter ce qui vient d'être dit. Bon, très clairement, moi je crois que ce qui provoque tout ce qui est mentionné ici, pour partie, c'est évidemment une accélération générale. C'est-à-dire que ayant connu le début du web, et on oublie à quel point le début du web était écrit. C'était un média totalement écrit. Tu m'en es témoin, on l'a connu, hélas on n'est plus si jeune, mais c'était un média dans lequel l'écrit était triomphant. Et on pensait à l'époque que, évidemment, c'était une possibilité de circulariser de façon, j'allais dire presque universelle, l'écrit de façon immédiate. Et qu'en réalité, les barrières de l'écrit, qui étaient la fabrication de l'imprimé, les délais industriels, etc., grâce au réseau, ces barrières allaient tomber et que le média allait devenir écrit. À quel moment il a basculé dans la vidéo ? Ou à quel moment il a commencé à être, antinomique avec cette culture de l'écrit ? Moi, je crois, même si je peux pas évidemment le prouver, que il y a une rupture qui se fait autour de 2006-2007 au moment de la connexion permanente, et je vais pas refaire ici tout ce que j'ai pu écrire par ailleurs, mais au moment où on bascule de l'économie de la disponibilité ou de l'économie du réseau vers l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour des raisons publicitaires, de publicité ciblée, il faut capter l'attention des gens à tout moment, et donc les hacker, les bombarder de sollicitations. Moi, je raconte toujours cette anecdote, mais je vais la re-raconter. La première fois qu'au monde.fr, on a fait un truc qui allait devenir une alerte ou une sollicitation, une notification comme on dit aujourd'hui. Je me souviens que le prestataire nous avait dit pas plus d'une par semaine. Parce que sinon, je vous garantis que c'est vrai. Et il nous avait dit, mettez-vous d'accord avec vos collègues du Figaro, de Libé, etc. Vous vous donnez une semaine chacun par mois. Parce que plus d'une notif par semaine, les gens vont en avoir marre et vont se sentir envahis. On est aujourd'hui à 80-90 notifications jour, comme vous le savez, et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour vous dire l'emballement qu'il y a eu, et je pense que cet emballement produit une accélération qui, d'une certaine façon, et je vais pas reprendre ce qui vient d'être dit très brillamment, agit sur deux choses. La première, c'est la capacité de distinguer des liens de causalité. C'est-à-dire que quand vous êtes bombardé de messages en permanence, les liens de causalité sont de moins en moins palpables. Et la deuxième, qui est la même chose, c'est la capacité d'abstraction. La capacité d'abstraction, la Maison-Blanche, je comprends la présidence, Outre-Manche, je comprends que c'est de l'autre côté de la Manche, Outre-Rhin, puisque je fais du franco-allemand, ça veut dire mes collègues allemands, ces choses-là, pour ne pas parler de l'abstraction extrêmement simple, ça demande du temps. Enfin, du temps, quelque chose qui est pas du l'ordre de la nanoseconde. Et je vais aller un cran plus loin, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vois pas comment on pourrait ne pas l'être. C'est un constat, hélas, qui est réel. Je pense que ce qu'a modifié, et c'est là j'en viens sur la vidéo, je vais répondre à votre question, ce qui a modifié l'écosystème, de la façon dont ça s'est modifié, et je pense qu'on n'y a pas prêté assez attention, c'est qu'on est passé, on va dire, si je le dis de façon caricaturale, le fait de s'informer étant une action active, au fait d'être informé étant une action passive. Donc en termes marketing, on est passé du pull au push. Je vais quelque part, j'y vais, je prends mon temps, je regarde, j'essaye de comprendre ce qui se passe, je lis, ou même je regarde, je prends mon temps, j'écoute, je fais travailler mon imaginaire, je fais travailler ma capacité d'abstraction je reçois, j'avale, puis à un moment donné, j'arrête de recevoir parce que je suis fatigué. Et on est dans ce domaine-là. Alors dans ce domaine-là ou dans ce moment-là, évidemment, ce qui a l'air le plus atteint, c'est l'écrit. Parce que c'est ce qui demande à la fois le plus d'efforts, si j'ose dire, et puis cette capacité de déterminer des liens de causalité et des liens d'abstraction. Mais en réalité, c'est tous nos systèmes cognitifs qui aujourd'hui est en mutation. Alors la vidéo, comment elle s'inscrit là-dedans ? Moi, je fais une grande différence, et c'est pour ça que j'ai fait ce long prolégomène, mais je vais être court là. Je fais une grande différence, en tout cas ce que j'essaye de faire avec Arte, c'est dans les vidéos qui sont les nôtres, d'abord prendre soin d'expliquer les liens de causalité et prendre soin, par ailleurs aussi, d'inviter à l'abstraction, en essayant d'expliquer la démarche d'abstraction. Et en réalité, si vous voulez, je crois qu'il faut... on se dit souvent, nous, on est la télé des gens qui je te donne pas tout cuit, et qui aiment à un moment donné essayer de comprendre ce qu'on leur explique, en disant, je vais essayer de comprendre, et si je comprends, j'ai des possibilités de faire preuve de discernement qui sont plus grandes que si je comprends pas. Et donc, en réalité, ce qui se joue là, de mon point de vue en tout cas, c'est pas écrit d'un côté, vidéo de l'autre ou son de l'autre, c'est que vraiment, on a deux types de façons d'informer aujourd'hui, qui sont soit on explique, on se met dans la démarche pour effectivement inviter à comprendre la complexité des choses,
donc à faire preuve de temps pour expliquer, ou soit vous bombardez de signaux presque stroboscopiques. Mais c'est la même chose au cinéma. Quand vous allez au cinéma, vous avez des films dans lesquels les plans durent plus une seconde aujourd'hui, donc vous n'avez même pas le temps de les comprendre, parce que c'est juste une impression sur votre rétine qu'on veut faire pour vous donner une impression générale. Et puis vous avez quand même un cinéma qui continue à développer des plans comme j'ai une grammaire de l'image et j'essaye de t'emmener dans la grammaire de l'image. Toute chose égale par ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc je pense que la vidéo, évidemment, est quelque chose qui aujourd'hui peut paraître moins difficile en termes de démarche que l'écrit toute une catégorie de la population. Mais encore une fois, la responsabilité d'un certain nombre de médias, et je crois la responsabilité du média dans lequel je travaille, c'est que cette vidéo invite à un moment ou un autre à une démarche qui soit similaire à celle de l'écrit. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, dans la fin de la lecture, c'est en fait ce qui a été très bien dit, c'est la capacité de comprendre et la capacité de faire abstraction. Donc on joue ça. Moi, le côté moins apocalyptique, même si évidemment on a de quoi être très inquiet sur beaucoup de choses, c'est que je vois qu'il y a une véritable appétence. C'est-à-dire que quand vous commencez à prendre le langage, et en particulier on parle de la vidéo, mais rien n'est plus explicatif aujourd'hui qu'une vidéo d'animation dans laquelle vous faites une forme d'infographie animée en réalité. Et ça revient à ce qu'on faisait en presse. On a mis les infographies, moi je me souviens, dans les années 90, quand les infographies ont envahi de sens positif la presse, parce qu'on se disait, tiens, par rapport à l'écrit, il faut qu'on ait un dessin qui permette de mieux expliquer le phénomène, qui permette de mieux souligner à un moment donné le lien de causalité ou ce qui se passe, etc. Le tabac d'Arte, c'est le dessous des cartes. Le dessous des cartes, si vous regardez, et qui fait un tabac y compris sur YouTube ou ailleurs, le dessous des cartes, c'est quand même, j'explique la géopolitique par les cartes. Donc par l'image, par les liens de causalité avec des flèches, ça rentre, ça sort, on vous montre où c'est, etc. Quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a une très grande appétence. Donc moi je pense, pour rebondir, mais de façon intuitive, j'ai pas les études qui le prouvent, parce qu'il vient d'être dit que cette barrière qui est vécue comme « je n'arrive pas à lire », elle est quand même ressentie par une grande partie de la population comme une limite, et que si on prend la main, si on les aide à un moment donné, et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire vraiment la vidéo explicative, mes collègues m'arracheraient les yeux, mais bien explicative, voilà, didactique, ouais, j'hésitais à dire le mot, mais vraiment didactique, hein, c'est-à-dire on se dit on va expliquer les tenants, les aboutissants, etc. On constate que nous, il y a un très fort répondant. Donc il y a sans doute une limite à la lecture, ce qu'on vient de dire, par ce qui se passe dans l'éducation nationale d'une part, et puis l'économie de l'attention qui a bombardé tout le monde de messages stroboscopiques, mais l'appétence, elle existe. Peut-être le premier niveau d'entrée, ça n'est plus aujourd'hui l'écrit, c'est un mélange effectivement d'images, mais d'images plus que vidéo. Moi, j'estime effectivement que quand vous êtes sur un rail TikTok, et c'est une chose, vous êtes en plein dans l'économie de l'attention et du stroboscope, j'estime que la vidéo qu'on fait, elle est différente et elle contribue à autre chose. Donc, c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, moi, j'oppose pas aujourd'hui ça. Je crois qu'évidemment, moi, j'oppose le push et le pull, véritablement, et dans les politiques médias qui sont les nôtres, où on se situe. Est-ce qu'on se situe du côté des gens qui vont bombarder les gens de notifications avec des formats qui vont avec, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer à un moment donné d'effectivement retravailler ce lien de causalité, cette capacité d'abstraction? Mais ça demande un effort aussi à l'utilisateur. Quand on voit les plateformes, l'écosystème, 80% sur YouTube, c'est des shorts, les plateformes dont vous parliez. Oui, mais non. Parce que, non, mais je suis sérieux. Quand vous mettez ça sur TikTok, vous faites un tabac. Alors, évidemment, est-ce qu'on touche tout le monde? Quand même, on touche des gens que la chaîne linéaire ne touche pas. Donc, il faut bien commencer quelque part. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que je me méfie quand on parle des plateformes parce que toutes n'ont pas la même politique et leurs algos sont pas tous les mêmes. Donc, évidemment, si je mets des formats didactiques comme ça sur TikTok, j'ai aucune chance. On a essayé, ça marche pas. Mais sur YouTube, c'est un écosystème pour le moment qui est assez favorable à ça. Voilà. Donc, ça dépend. Merci Bruno. Voilà, pour comprendre ce qui se joue aussi, on va regarder la réalité des comportements, justement. Où est l'attention? Qui capte quoi? On va voir avec les équipes de Médiamétrie. Julien, je me tourne vers toi. Médiamétrie donc mesure les consommations vidéo, plateformes, réseaux sociaux et usages cross-média. Donc on va essayer d'évaluer ce qui reste en temps utile pour l'écrit. Comment se répartit aujourd'hui le temps d'attention entre justement ces différents médias? Est-ce que tu as des chiffres pour situer un peu le contexte général?
Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le temps des Français est effectivement accaparé par la vidéo. Il y a une trentaine d'années, les Français passaient 3 heures à regarder la télévision, qui était la principale source de consommation vidéo. Aujourd'hui, les Français passent 4h08 en moyenne par jour à regarder des vidéos. Et oui, la consommation télélinéaire a baissé, mais les chaînes ont développé des plateformes à la demande, et puis surtout il y a eu une augmentation très significative de la consommation des plateformes. Sur ces 4h08, les broadcasters représentent en gros les 2/3 de la consommation, et les plateformes à la demande représentent en gros 1/3. Alors évidemment, c'est une photographie sur l'ensemble de la population. Lorsque vous regardez les cibles plus jeunes, en gros cette structure de consommation elle est inversée. Mais déjà vous voyez que ce pilier est évidemment omniprésent dans le quotidien des Français. L'écran de télévision reste toujours central. Non, la télévision n'est pas morte. Le média lui-même est toujours bien vivant, même s'il y a une transformation évidemment très forte entre le linéaire et la consommation à la demande. Mais surtout, l'écran de télévision est l'objet de toutes les convoitises. Toutes les plateformes à la demande, aujourd'hui, veulent être présentes sur l'écran de télévision. C'est la fameuse bataille de la CTV. Deuxième pilier, c'est évidemment la consommation de l'audio. L'audio reste très important dans le quotidien des Français. Les 3/4 des Français, un petit peu moins, 70% des Français écoutent la radio tous les jours, et en moyenne ils y consacrent un peu plus de 2h30, 2h44 de mémoire. Alors rapporté à l'ensemble de la population pour avoir un chiffre comparable à celui que je vous ai donné sur la télé, ça fait 2h12. Donc c'est un petit peu moins de temps, mais c'est quand même un temps qui est considérable, un temps qui se concentre, et c'est, vous le savez, une structure de consommation très différente plutôt le matin, et en déplacement, les temps de déplacement et notamment la voiture représentent pour une partie de la population une consommation très importante du média radio et audio. La radio aussi est face à une nouvelle concurrence, celle des plateformes audio, mais dans cette consommation audio, les radios représentent toujours plus de la moitié de la consommation. Et si vous isolez la consommation de radio, de contenu parlé, et si vous mettez la musique à côté, en gros, c'est plus de 80% de la consommation qui là est dans les mains des radios. Les plateformes à la demande, en fait, représentent encore une part très minoritaire des consommations de contenu parlé. Ensuite, il y a le digital et les contenus écrits. Alors, il n'y a pas d'études aujourd'hui. La presse, pour un ensemble de raisons, a des études qui sont très riches et très complètes, qui sont pilotées par la CPM. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, je fais un peu de publicité, dans Jean-Paul Ditch était interviewé pour parler justement des nouvelles perspectives, et je vais évoquer un certain nombre de ces perspectives d'évolution des mesures de la presse. Mais il n'y a pas de mesure de temps passé de la presse, pour une raison qu'on peut comprendre, c'est que l'objet même, et notamment lorsqu'on prend la dimension publicitaire, une publicité presse, c'est une image en 2 dimensions, et on n'a pas besoin de mesurer le temps passé, si on met de côté le fait que c'est assez compliqué d'imaginer une mesure du temps passé de cette exposition. En gros, est-ce que j'ai vu ou pas vu, et c'est ça, le contact, l'occasion de voir, et l'élément central qui structure la mesure d'audience de la presse. Mais l'écrit, au-delà de la presse, l'écrit a pris une place effectivement très importante, notamment avec le développement du digital, le digital qui est né au milieu des années 90 en France, et aujourd'hui, le digital, c'est les 3/4 des Français qui passent en moyenne chaque jour 3 heures. Donc, c'est devenu un usage aussi important. Je parle du digital et je parle pas de média digital. Je parle vraiment de digital. C'est 3 heures par jour pour les 3/4 des Français. Pour les 15-24 ans, c'est 4h52 par jour. Donc, si vous avez des enfants, regardez sur Apple leur temps d'écran et vous verrez s'ils sont dans la moyenne ou pas. Ce temps, évidemment, il est porté en très grande partie par l'écran mobile. C'est 85% du temps passé. Et c'est ça qui explique aussi que pendant très longtemps, la croissance du digital n'a pas eu d'incidence sur les usages de la télévision et sur les usages de l'audio. Parce qu'en fait, cette consommation, elle se faisait à d'autres moments que les moments où on regardait la télévision, où on consommait l'audio. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le digital
a de très nombreuses facettes. Et en fait, le digital, effectivement, comme l'a rappelé Bruno au début, c'était l'écrit. C'était uniquement l'écrit pour des raisons techniques. Et petit à petit, l'émergence des plateformes comme YouTube en 2007, 2006, 2007, le développement du mobile, le développement de la 3G, 4G, etc., etc. Tout ça a favorisé le développement dans un premier temps de l'audio. Et ça a d'ailleurs eu une incidence sur le marché audio, l'émergence de ces plateformes musicales à la demande, et puis un peu plus récemment le développement des plateformes de vidéo à la demande, avec l'effet sur la concurrence que j'évoquais tout à l'heure. Donc en réalité, l'écrit, il est assez difficile de donner une répartition au sein du digital et de ces 3 heures par jour, quelle part pour l'écrit. Mais je peux vous donner quelques repères. Premièrement, sur ces 3 heures par jour, bien, Internet, c'est pas qu'un média. Internet, c'est ce qui vous permet d'aller vérifier que vos remboursements de sécu sont bien arrivés. C'est ce qui vous permet de vous connecter à votre site de banque. Tout ce qui est service et e-commerce, c'est 20% du temps passé. Déjà, ça représente un temps important. Alors après, certains vous diront que maintenant, même sur les sites de e-commerce, on fait du retail média qui a une dimension média. Mais bon, là, c'est plus une vision publicitaire, je dirais. Ensuite, il y a en gros deux piliers. Il y a un pilier qui est ce que j'appellerais de façon très très large, médias et divertissement. Alors, c'est vraiment une catégorisation très très large. Il n'y a pas que des titres de presse et des journalistes derrière ça. Dans divertissement, il peut aussi y avoir les jeux. Mais en gros, cette catégorie, c'est un peu moins de 40% du temps passé. Et il faut dire que les catégories qui ont le plus progressé dans cet univers-là, c'est l'univers de la vidéo au cours de ces dernières années. Et ensuite, il y a une catégorie qui représente un poids colossal, ce sont les outils de communication et les réseaux sociaux. Les outils de communication, c'est 10%, en gros c'est votre email, et les réseaux sociaux, c'est 1/3 du temps passé de l'internet. Avec encore une fois, là c'est un chiffre global, et lorsque vous regardez la consommation des réseaux sociaux, qui d'ailleurs maintenant est consommée par absolument tous les segments de population, même les plus de 65 ans, l'âge moyen des plateformes comme TikTok, Snap, etc. chaque année progressent et vieillissent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce temps absolument colossal, eh bien, sur TikTok ou sur Snapchat ou sur ces différentes plateformes sociales, eh bien en fait on peut consommer des contenus de nature très très différente. On peut retrouver les contenus qui sont édités par Arte ou ceux qui sont édités par des titres de presse, et puis on peut retrouver ceux qui sont édités par des influenceurs ou par des particuliers et qui peut-être vont plus contribuer cet effet stroboscope et cette très grande fragmentation de contenu. Mais donc, c'est vrai que le digital, finalement, va contribuer à connecter, alors que l'univers vidéo, l'univers audio et l'univers écrit étaient des univers qui évoluaient de façon très silotée et très distincte. Aujourd'hui, il y a une connexion quand même de plus en plus importante, des passerelles qui sont créées. Lorsque vous êtes sur un site de presse, vous pouvez appuyer sur un bouton et il y a un podcast qui est généré. Vous pouvez emmener l'article sur votre téléphone. Les titres de presse se mettent à créer des vidéos. Il y a de plus en plus, il y a une réalité, je dirais, et un métier. Lorsque vous allez dans des rédactions, on entend cette dimension. Il y a un métier, c'est différent de faire une vidéo, et ça, je reconnais tout à fait ça. Mais lorsque l'on analyse, je dirais, les usages, on voit qu'il y a une porosité de plus en plus importante. Il n'y a pas des univers et des segments qui sont silotés et très dissociés. Il y a une porosité de plus en plus importante entre ces différents univers. Et puis peut-être pour finir sur un point important, on n'a pas trop évoqué, mais peut-être qui apporte évidemment une perspective, beaucoup de questions, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, les plateformes d'IA aujourd'hui, c'est 25 millions d'utilisateurs par mois, 6 millions d'utilisateurs chaque jour. Alors là, la courbe, je vous ai donné les chiffres, je crois, du mois de septembre. La courbe, elle est comme ça. On est sur une courbe exponentielle. Donc j'imagine que d'ici à la fin 2026, ça sera plus 50 ou 100%.
Il y a Bertrand Krug qui pilote les mesures digitales, donc il suivra ça. Vous pourrez lui passer un coup de fil, il vous donnera les chiffres. Évidemment, cette nouvelle catégorie, elle va contribuer aussi à créer des passerelles. Elle pose évidemment plein de problèmes sur le plan, plein de toute nature, mais elle est un outil supplémentaire qui crée des liens, qui crée des connexions entre ces différents univers. Vous pouvez demander à Notebook LM de prendre différentes sources et de vous faire un podcast. Vous pouvez demander à ces outils de créer des contenus vidéo à partir de contenus texte, etc., etc. Donc je crois que ce mouvement de désilotisation va se poursuivre. J'ai une petite question parce que je sais que tout est dans la manière de présenter les choses et que tu es d'une prudence, Médiamétrie est très prudent en général. Tu as raison de montrer qu'il y a un mélange de texte, vidéo, que tout ça, est compliqué par nature. Tout de même, tu as le nombre d'heures passées au global pour des personnes, un Français moyen sur le digital. Donc toi, ton univers, je comprends que c'est le digital. Mais si on voit l'augmentation de la consommation des plateformes vidéo au cours du temps et le nombre d'heures que ça représente par jour, si je te dis qu'il est raisonnable de penser pour un professionnel, alors quand je dis presse, pour moi c'est du numérique, désolé mais voilà, c'est de l'écrit. Et pour ceux qui travaillent dans le domaine de la presse écrite en numérique, et qui se demandent finalement là-dedans, eux, quelle est leur part où ils peuvent se faufiler. Si je te dis qu'au final, sur une journée, il est raisonnable de penser qu'on est désormais à moins d'1 heure de temps d'attention disponible pour lire des articles, est-ce que ça te paraît être cohérent ou je me plante, ou à combien tu quantifierais ça? On fournit un certain nombre de chiffres à la CPM, on ne fournit pas et on ne calcule pas ce chiffre-là. Ce que je peux te dire simplement, c'est que tous les mois, prends juste la catégorie actualité gênée, dans lequel il y a Le Figaro, Le Monde et les grands titres de presse d'actualité générale, Ouest France, etc. Eh bien, on a à peu près entre 40 et 45 millions de personnes qui chaque mois le consomment. Le temps passé par jour, et dans nos outils, on a le temps que ça représente par mois, par jour probablement. Sur cette catégorie, oui, c'est moins d'1 heure par jour, oui, ça c'est sûr. Non, je voulais juste, moi j'ai fait de la presse écrite aussi, et j'en ai fait en gros depuis les années 90 jusqu'aux années 2010. Je me souviens qu'on mesurait par journal le temps moyen de lecture par jour. Et je me souviens que déjà en 90, ça baissait. C'est-à-dire que si on regardait ce qu'était le temps moyen dans les années 50, 60, 70, 80, 90, on voyait que, entre guillemets, la session d'information quotidienne d'un lecteur régulier ne cessait de baisser. J'ai l'intuition, sans avoir aucun chiffre et aucune compétence, que si je regarde un peu dans un univers comparable, on va dire ce qu'on appelle la session d'information, c'est combien de minutes par jour on passe à s'informer de façon active, que ce soit en lisant, en écoutant, etc. J'ai quand même l'intuition qu'elle a singulièrement diminué et qu'elle est largement en dessous de l'heure. Pardon de dire ça, parce que sinon je m'expliquerai à aucun moment que les radios, les télés, etc. ne cessent de raccourcir. Alors après, ils rallongent des fois, etc. Mais quand on regarde en moyenne, on va dire dans des pays comparables, la durée de la session d'information qu'on propose à ceux qui nous regardent, elle ne cesse de diminuer. Et donc je me dis que quelque part, ça doit correspondre quand même à l'usage, même s'il n'est pas totalement mesuré. Nous, on a un certain nombre de données sur la partie digitale, parce qu'il y a que la partie digitale, nous, qu'on mesure. Et par rapport à la question qui était évoquée, c'est aux études de presse et à la CPM, potentiellement pouvoir intégrer ou pas dans ces modules ces suivis-là. Tout le sujet aujourd'hui qui se pose, et c'est notamment ce que Jean-Paul Ditch évoquait pour parler de l'évolution de la mesure, c'est OK, il y a les audiences sur mon application, mais comment est-ce que je peux identifier les audiences de mes articles de presse sur les réseaux sociaux, si j'ai fait une vidéo qui est mise sur YouTube et j'ai fait un podcast qui est sur Spotify. Et cette question, alors évidemment, ça, dans ce cas-là, on sort un petit peu de l'écrit parce que c'est multiformat entre guillemets, mais une des questions qui se pose et la question sur laquelle nous, en tout cas, on est de plus en plus interrogés, c'est sur cette capacité à aller connecter tout ça. Ce qui pose parfois un certain nombre de questions, notamment dans l'accès aux données. Par exemple, aujourd'hui, Apple sur les podcasts, c'est précisément combien de temps chaque utilisateur passe à écouter les podcasts. Mais ces données sont peu ou pas du tout partagées, ce qui est un vrai problème pour tout l'écosystème et ce qui s'applique à un certain nombre de plateformes
quel est le niveau de partage de ces informations pour qu'on puisse effectivement agréger l'ensemble de ces consultations avec des métriques partagées. Parce que ensuite le sujet c'est de pouvoir comparer tout ça. Et ça c'est une autre paire de manches. Ce qui pose une question, c'est que quand on veut rapprocher d'ailleurs des usages audiovisuels, vidéo ou audio, on a des métriques, en gros c'est du temps passé. Mais si on veut faire une grande métrique qui rassemble de l'écrit, de l'audio et de la vidéo, est-ce que c'est le temps passé qui est la bonne métrique? Pas forcément. C'est peut-être une métrique intéressante, mais est-ce que c'est la métrique qu'il faut utiliser? En tout cas, ça poserait un certain nombre de questions, j'en suis certain. C'est clair. Merci Julien. Donc on voit que là cette attention, ce qui reste ou pas pour l'écrit, on pourrait en discuter. Au CESP, Patricia, justement, vous travaillez sur des outils de mesure de l'attention, et donc la question de savoir comment l'attention se définit, se mesure, et si cette métrique justement peut servir l'écrit. On voit que c'est assez difficile. Lorsque le marché publicitaire parle d'attention, on en parle beaucoup, justement, c'est cette nouvelle métrique qui intéresse les annonceurs. De quoi parle-t-on exactement? C'est une bonne question parce que c'est pas du tout la même chose. Et quand on parle de bataille de l'attention, c'est la mesure de l'attention, en fait, elle se fait seulement sur l'attention publicitaire. Donc tout l'argent qui est dépensé dans ces mesures, il est fait pour mieux qualifier le contact média et en fait donner une probabilité de générer de l'attention, mais de l'attention à la publicité. Donc j'ai peur d'être un peu décevante dans ce discours, dans ce débat, parce que c'est intéressant, c'est aussi ce qui drive quelque part l'attention. On a vu que le développement des algorithmes est fait quand même à des fins publicitaires. Et on peut effectivement tirer des conclusions sur l'attention plus générale. Et il y a beaucoup de documentation scientifique sur l'attention, mais l'attention qui est mesurée, c'est bien l'attention publicitaire. Donc nous, on a travaillé sur ce sujet parce qu'il est très important pour le marché des médias, puisque l'attention, en fait, elle est entre le contact média, celui que tu mesures, Julien, et qu'on mesure dans les mesures d'audience, et l'efficacité publicitaire. C'est la variable, il n'y a pas d'attention sans contact avec le média, et il n'y a pas d'efficacité publicitaire sans l'attention. Donc ce qu'on va chercher à mesurer, c'est l'attention, et l'attention, elle a une définition sur laquelle on a essayé de travailler avec l'IREP et avec les membres du groupe de travail quand on nous a mandaté de travailler sur l'attention. L'attention, elle peut être définie comme fixer son esprit sur quelque chose. Alors nous, c'est le message publicitaire, mais ça peut être sur autre chose. Et en fait, on se rend compte que dans les mesures de l'attention, on approche ce concept, mais il va toujours être un peu différent, ça va être des proxys. Donc on va mesurer l'attention avec, par exemple, de l'eye tracking, donc on va mesurer plutôt le regard qui va se poser sur quelque chose. Quand on mesure l'attention avec du déclaratif, on va faire appel au souvenir. Quand toutes les mesures de l'attention sur le digital, ça va être plutôt utiliser les interactions de l'individu avec la publicité. Il va scroller, il va mettre le son, il va mettre en plein écran la vidéo. D'ailleurs, on mesure aussi de l'attention négative, parce que je pense qu'un des sujets qui nous intéresse, c'est de se dire qu'est-ce qui fait comment on attire l'attention, mais aussi qu'est-ce qui pénalise l'attention. Et en tout cas, toujours dans le domaine de la publicité, mais ça va être le cas aussi pour tout le reste des contenus. Ce qui pénalise l'attention, et vous l'avez déjà bien dit, c'est tous les stimuli où on va avoir du mal à fixer son attention pour capter du contenu. Et effectivement, par certains médias, on a moins de stimuli, et tout ce qui est sur le digital, on va être extrêmement stimulé. On va avoir de l'encombrement publicitaire, des notifications, des choses comme ça qui vont faire qu'on a du mal. Et donc tout l'enjeu, c'est de trouver les bons espaces publicitaires où il y a de la bonne attention. Et l'attention négative, typiquement, qu'on mesure très bien, c'est quand on a le regard qui est fixé sur la petite croix pour arrêter la publicité. Donc ça, c'est de l'attention négative, on la compte pas comme de l'attention. Mais ça dit quelque chose sur l'attention qu'on essaie de mesurer pour le marché publicitaire. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Dans l'attention, il y a deux types d'attention. Il y a plein de types d'attention, mais il y en a deux qu'on utilise. C'est l'attention top-down. C'est l'individu, et ça marche pour l'écrit notamment et pour l'écrit informatif, c'est l'individu qui va aller à la recherche de l'information. Donc on va ouvrir un magazine, on va aller sur un site pour chercher une information qui nous intéresse. Et là, on est totalement concentré et on a une attention qui est entière. Et puis il y a l'attention bottom-up, et c'est celle qui va être générée par l'environnement. Donc ça va être les notifications, mais ça peut être aussi un article, une image. Vous parliez tout à l'heure d'avoir des bons chapeaux en fait. Ça peut être l'attention bottom-up. On n'avait pas l'intention d'y aller, et puis on voit quelque chose qui nous intéresse et on va se concentrer là-dessus. Est-ce que par rapport à l'écrit, la vidéo, en termes justement de qualité d'attention, vous faites le distinguo, et est-ce que justement, quand on sait encore une fois que la monétisation, à quel point elle est importante pour les publicitaires, les annonceurs, est-ce que en fait l'attention est meilleure quand on produit de la vidéo versus de l'écrit?
Il y a plein de variables explicatives de l'attention. Alors l'attention publicitaire, il y a effectivement la création publicitaire, mais ça on va laisser de compter. Après il y a tout le contexte. Il y a deux choses, je dirais le contexte du média, du support. Est-ce que évidemment regarder un film au cinéma c'est pas la même chose que de lire, c'est pas la même chose que de regarder la télévision. On n'est pas dans le même contexte. Et finalement plus le contexte il est favorable à l'attention, plus il y aura d'attention. On va se dire que la presse écrite, on choisit de lire, il y a la lecture, on est plus concentré. Mais voilà, on peut aussi écouter de la musique et feuilleter un magazine. Et le deuxième point, c'est la disposition de l'individu dont j'ai déjà parlé. C'est est-ce qu'il est, peut-être ça rejoint l'économie du poisson rouge, c'est est-ce que l'individu dans sa disposition, il est en capacité de se concentrer et de se concentrer longtemps. Parmi donc c'est les facteurs dont tu parles, et il y en a qui sont particulièrement sous-estimés par le marché. En fait, est-ce que celui auquel les acteurs font passer attention alors qu'ils pèsent lourd sur l'attention justement? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont prégnantes et importantes à mettre en place? Je pense que là, l'encombrement publicitaire, ça c'est un vrai sujet, et c'est vrai que l'encombrement publicitaire gêne l'attention en général à la publicité, à l'ensemble, mais aussi au contenu, puisque ça gêne. Ainsi s'achève cette table ronde. S'en est suivi une session de questions-réponses avec le public malheureusement non capté en audio. Ce qui ressort très clairement de cette table ronde, c'est que la crise de l'écrit n'est pas un phénomène isolé. Elle est cognitive parce que les capacités de lecture régressent. Elle est attentionnelle parce que nous évoluons dans un environnement conçu pour fragmenter notre disponibilité mentale. Elle est structurelle avec un écosystème dominé par la vidéo et les réseaux sociaux. Et elle est méthodologique parce que même la manière dont on mesure l'attention est en train de se réinventer. Face à cela, on voit aussi qu'il n'y a pas de fatalité. La vidéo peut porter de l'exigence, l'écrit peut se réinventer et certains contextes éditoriaux peuvent encore créer les conditions de l'attention. Mais cela demandera de la lucidité, des choix éditoriaux forts et peut-être une redéfinition de ce que signifie lire dans un monde saturé. L'enjeu n'est pas seulement de préserver l'écrit, c'est de préserver la possibilité même de la complexité, de la nuance, de la compréhension. Et ça, c'est un défi collectif pour les médias évidemment, pour les plateformes et pour nous tous. Merci d'avoir écouté cette table ronde. Je mets dans les notes de l'épisode l'ensemble des profils des intervenants. Merci à eux pour leur temps et puis notamment des liens vers les articles et notamment les études PIA et PISA commentées par Emmanuel Parodi sur Medium. Je vous invite vivement à aller lire ces articles qui ont été vraiment la base de la construction de cette table ronde. Merci au Geste pour l'organisation et l'invitation à animer cette table ronde et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com. ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.